Un grand merci d'être présent à cette troisième édition de la Journée du Cloud. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous d'organiser des journées pareilles où on invite des speakers de renom afin qu'ils puissent venir nous partager leur expérience sur le cloud, l'IA et les sujets annexes. Aujourd'hui, durant cette session, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Khaled aussi, qui est architecte solution chez AWS et qui va nous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut accélérer l'excellence opérationnelle avec les solutions de GenAI AWS. Alors, juste quelques petits rappels avant de commencer. Par défaut, les caméras et les micros des participants sont désactivés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc, c'est une session qui se veut très interactive, comme l'a si bien précisé Khalidou en backstage. Et voilà, du coup, à la fin, je vais vous partager un petit lien de survey. Donc, comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez dire un peu votre ressenti sur la session. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre expert du jour, Khalidou, afin qu'il puisse commencer sa session. Yes. Bonjour Mohamedou, bonjour à tous. Je me présente, moi c'est Khalid Oussi, Solution Architect chez Amazon Web Services. Alors, c'est la troisième édition dans laquelle je participe pour la Journée du Cloud, donc, qui est un événement incontournable et de haute portée pour l'Afrique, en tout cas sur des sujets tels que le cloud, l'IA, voilà, toutes les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amélioration de l'excellence opérationnelle après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant que DevOps. Donc je me suis rendu compte d'une certaine complexité que les entreprises avaient à pouvoir propulser l'excellence opérationnelle au sein de l'entreprise. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'agenda. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, parler brièvement de c'est quoi l'excellence opérationnelle, avant de parler du flywheel, donc les différents impacts. Ensuite, je vais parler du Well Architect Framework chez Amazon, qui est un enabler pour l'excellence opérationnelle, sur lequel on va rajouter la generative AI après avoir fait un petit overview et dresser un certain nombre de use cases, notamment comment améliorer l'efficacité opérationnelle avec EKS, donc qui est la solution manager Kubernetes chez Amazon. On sait qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus Kubernetes. Comment automatiser les opérations IT avec toujours la generative AI. Et enfin, comment booster les workforces, la productivité des équipes de travail. Alors, n'hésitez pas, si vraiment vous avez des questions, vous pouvez le mettre sur le chat. Alors, sans plus tarder, l'excellence opérationnelle, pour moi, c'est le mindset de pouvoir pousser l'excellence au sein de l'organisation. Donc aujourd'hui, toutes les organisations sont drivées par la performance qu'ils peuvent avoir, notamment vis-à-vis de leurs objectifs stratégiques, mais également vis-à-vis des attentes qu'ils ont d'un clientèle devenu de plus en plus exigeant en termes de features, en termes de services dû à la concurrence, dû également au développement de la sphère IT. Donc, pour cela, les entreprises doivent pouvoir pousser la performance en interne, tant sur les différentes interactions qu'ils peuvent avoir entre les employés, mais également sur leur process et pouvoir répondre de façon efficiente aux attentes des clients. Mais cela ne peut se faire sans pour autant pousser une culture qui va promouvoir ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, cette amélioration continue, c'est vraiment un processus qui ne s'arrête pas, donc qui va pousser l'excellence. Donc, c'est jamais un état acquis. Donc, c'est un état qui va être continuellement recherché. Alors, dans le flywheel aujourd'hui, pourquoi on cherche cette excellence opérationnelle-là? C'est de pouvoir enchanter le client. Aujourd'hui, tout business est sous-tendu par la satisfaction client qui se matérialise par, disons, les revenus que l'entreprise peut générer, la génération de nouveaux relais de croissance et l'augmentation du chiffre d'affaires. Et pour ça, il faudrait que dans cette partie d'excellence opérationnelle, que l'on puisse améliorer le software. Donc, l'amélioration du software, c'est la modernisation des assets. Nous avons des entreprises qui sont digital natives, donc qui sont nées avec le digital, mais on a d'autres aussi qui viennent, qui étaient classiques, comme on peut dire, c'est-à-dire traditionnels, et qui prennent la transformation digitale en cours. Donc, ils ont besoin de moderniser leurs assets pour pouvoir répondre aux attentes et aux exigences des clients. Et pour ça,
il faudra pour eux identifier toutes les dettes techniques qu'ils peuvent avoir et les identifier et les prioriser. Pourquoi? Parce que la dette technique réduit l'innovation et l'innovation aujourd'hui est un facteur clé pour que l'entreprise puisse propulser son business de l'avant. Donc, autant on élimine les technical debt, c'est la dette technique, autant on pousse les employés à devenir des facteurs de l'innovation en interne parce qu'ils vont pouvoir avoir suffisamment de temps pour le faire et cette élimination des dettes techniques peut se matérialiser par une standardisation des méthodologies de travail et ce qui est attendu en retour. Donc, ça va permettre d'avoir une orientation qui est basée sur le business, donc, et sur lequel on va se dire, OK, dans les 5 prochaines années, par exemple, une entreprise veut dire, je vais être une entreprise data-driven, donc il faudra que l'on cherche à standardiser notre stratégie data. Et pour ça, l'objectif, c'est de voir toutes les technical debt, comme j'ai dit, toutes les innovations et les améliorations qu'il faut apporter pour construire un socle sous forme de building block qui va faciliter un peu la mise en place de ces éléments. Et ça va améliorer la productivité de l'employé qui, en retour, va permettre d'optimiser les workflows. Voilà. Donc, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de challenges et la majeure partie des entreprises placent l'humain au cœur de tout. Donc, quand je parle de l'humain, il y a le client, mais ici, de façon beaucoup plus spécifique, c'est l'employé parce qu'on parle de l'opération, de l'excellence opérationnelle qui est poussée par l'entreprise. Donc, parmi les people, on a les employés. Ces employés-là font face à un certain nombre de challenges. D'abord, la première des choses que nous notons, c'est vraiment que l'entreprise ait cette difficulté de pouvoir trouver et de retenir des talents cloud. La deuxième chose, c'est qu'on a une baisse de la productivité ou une efficience de la productivité qui est due à des process qui sont manuels et qui souvent ralentissent un peu les opérations qui en principe, impactent le client final. Donc, quand le client il est impacté, il y a un manque de satisfaction qui se traduit par une baisse du chiffre d'affaires. Il y a également une perte de temps dans la recherche d'informations. Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. On se retrouve avec plusieurs systèmes de documentation. On a commencé avec SharePoint. On a basculé sur le digital, donc on utilise beaucoup plus Confluence. Il y en a d'autres qui sont sur disque. Il y en a certains qui sont sur la machine de certains collègues. Il y a d'autres processus qui ne sont pas documentés. Donc, on perd énormément de temps à accéder à cette information qui nous permet de pouvoir aller de l'avant. Et quand on recrute de nouvelles personnes aussi, souvent, ils viennent, par exemple, dans le cadre d'une consultance, parce que dans les workforce, il faut considérer les permanents et ceux qui viennent de façon temporaire pour effectuer un job. Ils perdent aussi du temps dans la recherche d'informations parce qu'ils n'ont pas tout l'historique de ce qui s'est passé. Deuxième aspect, c'est la partie tools. Donc là aussi, on a un problème d'adaptation par rapport à un environnement complexe où on augmente le footprint des tools, donc on acquiert de nouveaux outils, ce qui fait que les employés se trouvent un peu perdus. On a beaucoup d'outils, comment est-ce qu'on va faire la prise en main de ces outils-là? On a aussi des problématiques de coûts qui vont être sous-tendus à ces outils parce que souvent des coûts de licence, des coûts d'exploitation. Et enfin, on a aussi un problème d'intégration donc, qui se pose par la duplication des features. On peut avoir plusieurs outils qui ont les mêmes fonctionnalités alors qu'on devait être dans un processus de rationalisation des outils. Et le troisième élément, c'est que les people vont interagir avec les tools au travers de processus. Et pour ces processus-là, on note souvent en absence de modèle opérationnel viable parce qu'on va avoir, par exemple, des entreprises qui vont à deux vitesses, une qui maintient un peu le legacy et une autre qui tente d'innover. Et le fait de trouver l'équilibre entre le modèle opérationnel adéquat, ça pose problème ou ça prend du temps. On a aussi une conformité par rapport à tout ce qui est sécurité, compliance et reliability pour que l'entreprise, justement, puisse avoir de la crédibilité vis-à-vis des bailleurs, des financeurs. Souvent, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, c'est des entreprises qui ont des partenaires financiers, donc ils sont dans l'obligation de se conformer à certains standards de sécurité et de compliance pour pouvoir inspirer confiance. Mais surtout aussi des problèmes d'implémentation de best practices parce qu'on a plusieurs processus qui sont hérités d'un modèle traditionnel vers un modèle digital qui pose un problématique. Donc, en voulant répondre à toutes ces questions-là dans l'interaction des people, des process et des tools, nous tombons dans l'excellence opérationnelle. Donc, c'est un processus continu, comme on l'a vu, qui continue de tourner. Alors, chez AWS, nous avons ce qu'on appelle le Well Architecture Framework, donc qui est, disons, un framework qui va permettre de builder des architectures qui vont mettre en avant les aspects de sécurité, donc comment builder une architecture qui est hautement sécure, qui est fiable, donc qui fait exactement ce pour laquelle il est
est attendu et pour lesquels on a une efficacité en termes de performance, donc qui est capable de s'adapter par rapport aux fluctuations de la charge et aux attentes de l'utilisateur, mais surtout où la cost optimization, c'est l'optimisation des coûts devient un élément vraiment clé parce que, comme on dit sur la partie opérationnelle, on va chercher à réduire les coûts pour pouvoir réinvestir cet argent dans l'innovation et la création de nouveaux relais de croissance. Et ça, avec le Well Architecting Framework, nous avons des outils qui vont permettre de pouvoir optimiser ces coûts-là, donc éviter de dépenser de l'argent là où il ne faut pas. Et enfin, le sustainability, qui est la durabilité, sur lequel aujourd'hui on est attendu parce que nous voulons avoir l'impact sur l'environnement. Beaucoup d'entreprises mesurent par exemple leur empreinte carbone par rapport au workload qu'ils font tourner. Donc, le fait d'aller sur le cloud aussi permet de pouvoir atteindre ces objectifs-là qui sont fixés de manière globale. Alors, l'excellence opérationnelle dans le cadre du Well Architecture Framework, c'est un engagement à builder des logiciels de qualité et à délivrer de façon consistentielle une grande expérience utilisateur. Et pour ça, il y a des design principles qui existent. Notamment, je vais en prendre juste quelques-unes qui sous-tendent cette excellence opérationnelle, c'est d'automatiser autant que possible. Donc aujourd'hui, on a plein de mécanismes pour pouvoir automatiser, surtout les entreprises qui adoptent une stratégie DevOps. Donc pour pouvoir automatiser le processus de build et de delivery des artefacts jusqu'en production. Il faut anticiper sur les échecs aussi parce que toute failure peut impacter le client et on a envie de leur donner une expérience utilisateur de qualité. Donc, il faudra savoir et anticiper. Il faut aussi faire des changements qui sont fréquents. Ça revient un peu à l'amélioration continue. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans une dynamique agile, donc qui pousse un peu le fait qu'on ne rentre plus dans des modes de développement en silo, mais on va faire des livraisons de manière beaucoup plus fréquente, répétitive, pour pouvoir justement répondre de façon efficiente et rapide aux demandes de l'utilisateur. Et last but not least, c'est l'usage des services managés qui sont chez Amazon un moyen de pouvoir vous dissocier, en fait, vous enlever toute la complexité opérationnelle et vous laisser faire un focus sur ce qui a plus de valeur pour vous, c'est-à-dire le service que vous offrez à vos customers. Donc là, j'en ai fini pour la partie excellence opérationnelle. Maintenant, je vais faire un petit overview sur la partie AI Gen AI parce que souvent les gens ils parlent de AI Gen AI et il y en a qui ne savent pas faire le distinguo. Alors, l'intelligence artificielle, c'est la capacité, c'est l'art, c'est la science qui permet de donner à la machine des capacités cognitives pour qu'il puisse réfléchir comme un humain. Okay? Donc, l'humain raisonne voilà, de façon, je peux dire, conséquente pour pouvoir résoudre un problème. Donc, il peut décomposer un problème complexe en faisant un raisonnement sur ce problème-là, donc en le découpant en de petits problèmes. Et l'intelligence artificielle, c'est depuis les années 50, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc là, en termes de use case, on peut avoir par exemple de la maintenance prédictive. Donc, on peut anticiper sur les maintenances. Par exemple, dans les grosses industries, on peut, sur la base des données, pouvoir mettre des prédictions sur quand est-ce qu'il faut faire une maintenance. On peut faire de la fraud detection, qui est un use case dans les banques. On peut faire des recommandations personnalisées dans les websites. Je crois qu'on est tous, on a tous une visibilité de ça à chaque fois que l'on visite des sites de vente, que l'on reçoit en fonction de nos habitudes d'achat ou de notre profil des recommandations personnalisées. Donc là, il y a des services managés chez Amazon comme Comprehend qui va permettre de pouvoir tirer des insights sur du contenu, par exemple analyser un commentaire pour voir un peu l'attitude de la personne, est-ce qui est positif ou négatif, est-ce qu'il est content ou pas content. On a Recognition aussi qui permet de reconnaître des patterns assez complexes sur des images, sur de la vidéo, sur du speech, etc. Ensuite, on a le machine learning, donc qui est un subset de l'intelligence artificielle et qui permet de donner à la machine la capacité de pouvoir apprendre sur les données et en fonction de ces données-là, de pouvoir faire des prédictions. Par exemple, je peux lui donner plusieurs images, disons, d'un tumeur sur des clichés de radiographie et qu'après, qu'il puisse, sur les prochaines occurrences de clichés que je vais lui donner, pouvoir identifier correctement, disons, une tumeur. Est-ce qu'il y a une tumeur ou pas? Donc là, avec le machine learning, on est capable de faire du demand forecasting, donc de la prédiction, parce qu'on a suffisamment entraîné, disons, notre modèle à pouvoir prédire
On peut aussi faire du diagnostic healthcare, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Également faire un assessment en fonction un assessment de credit risk au niveau des banques, en fonction de l'historique bancaire de la personne, voir est-ce que c'est une personne qui est solvable ou pas, et selon son profil aussi, s'inspirer est-ce que c'est quelqu'un pour lequel il faut faire un prêt ou pas. Donc là, on a Amazon Forecast qui permet de faire le forecasting et Personalize qui va permettre de développer, disons, des recommandations allant dans ce sens-là. Alors, il y a d'autres services, mais j'en ai pris juste quelques-unes pour illustrer. Ensuite, on a le deep learning qui est capable d'aller encore beaucoup plus loin et qui est un subset du machine learning et qui se base sur ce qu'on appelle le neural network. Donc, un peu le schéma comme fonctionne notre système nerveux. Et ici, l'objectif, c'est vraiment de faire des tâches beaucoup plus complexes. Par exemple, la reconnaissance d'image, la reconnaissance de speech ou même des patterns qui sont complexes dans des vidéos, disons, dans des images, dans du texte, etc. Et là, on a Amazon Deep Learning AMI et Amazon Neuron. Donc, Deep Learning AMI, c'est vraiment la possibilité de pouvoir builder des applications Deep Learning sur des environnements préconfigurés. Et Amazon AWS Neuron, c'est un SDK qui va permettre de pouvoir builder et déployer des applications sur un workload approprié, notamment Inferentia et Trainium, qui sont une partie de notre infrastructure qui gère le truc. La generative AI, c'est un subset du deep learning et comme son nom l'indique, ça permet de générer du contenu. Donc, il faut juste le voir comme de l'autocomplétion. Il est capable de pouvoir prédire un mot en fonction du contexte, en fonction de l'ensemble des mots qu'il commence à faire. Donc, ce qui veut dire qu'il peut générer un texte, un paragraphe ou tout un livre de façon entière. Alors, dans la génération, on peut générer du texte, on peut générer du son, on peut générer des images, on peut générer de la vidéo. OK? Et là, au niveau de AWS, et avant de rentrer sur notre stack GenAI, je vais juste partager quelques indicateurs qui montrent un peu l'impact aujourd'hui de la générative AI sur le marché. 74% des CEO en 2024 disent que l'IA va impacter leur industrie. Okay? Donc ça, c'est une donnée de Gartner. Et en 2026, 80% des fournisseurs de logiciels vont embarquer des fonctionnalités de Generative AI. Donc, je crois que vous l'utilisez dans votre quotidien. Et chez Amazon, nous réinventons la manière de pouvoir utiliser aujourd'hui la Generative AI en faisant une innovation sur plusieurs couches. D'abord, sur la couche basse qui est la couche infrastructure, nous donnons ici toute la latitude aux entreprises de pouvoir builder leur propre modèle avec SageMaker AI, de pouvoir utiliser Trainium pour pouvoir entraîner leur modèle, okay, et sur une infrastructure qui est hautement adaptée. Donc, okay, on a aussi des instances de compute qui sont basées sur du GPU pour pouvoir accélérer un peu l'entraînement de ces modèles. Et on a Inferentia qui va permettre aussi d'exposer les modèles. Donc ça requiert que vos équipes aient une grosse compétence sur du machine learning, sur la generative AI et qui sont capables de pouvoir entraîner leur propre modèle selon le contexte dans lequel vous souhaitez opérer. Ensuite, on a une autre couche, cette fois-ci, c'est plus du PaaS, du Platform as a Service avec Bedrock, qui est un moyen de pouvoir accéder à des modèles très rapidement via une API. Alors, dans Generative AI, on va parler plutôt de foundation models, qui sont de gros modèles entraînés sur une grande variété de données, donc des données qui proviennent majoritairement d'Internet, et que dans Bedrock, nous, on a démocratisé l'accès à ces modèles. Donc, vous pouvez amener vos propres modèles dans Bedrock, mais vous pouvez aussi trouver une panoplie de modèles provenant de grandes disons, compagnies comme Anthropy, comme A21 Labs, plus les modèles d'Amazon que nous avons, Nova, avec Nova Lite, Nova Pro, Nova Premium. Voilà. Donc, et récemment, on a un nouveau modèle qui a été top, qui est le Nova Sonic, qui permet de faire du speech-to-speech. En d'autres termes, on peut donner de la voix au modèle et qui nous renvoie de la voix. Donc ça réinvente un peu la manière d'interagir avec, disons, toutes les applications qui vont embarquer de la generative AI et de ne plus se contenter juste de prompter, d'écrire du texte, mais aussi de pouvoir parler et de recevoir en retour de la voix. Ensuite, on a la suite Q. Donc là, on est plutôt en mode SaaS. C'est vraiment vous enlevez toute la partie intégration, développement et vous donnez des mécanismes pour pouvoir développer très rapidement vos applications. Donc, on a Q Business qui va faire un focus sur l'obtention d'insights, d'informations. Si vous vous rappelez des challenges de tout à l'heure, le fait d'obtenir de l'information au niveau d'une entreprise, souvent, ça pose problème. Le fait d'automatiser des tâches routinières aussi, ça pose problème. L'anecdote que je donne, je suis venu dans une équipe projet et je trouve dans Jira qu'ils avaient plein de tickets qui ne sont pas fermés. Tu vas dans Salesforce, tu vois des opportunités qui sont là depuis 2 ou 3 ans.
personne ne les ferme, donc finalement, on n'a même pas de consistance sur ces données-là. Alors qu'aujourd'hui, avec QBusiness, on verra qu'il y a plein de connecteurs qu'on peut avoir parce qu'il peut se connecter à des sources de données internes, tout comme à des providers externes comme Jira, comme Salesforce, pour pouvoir automatiser des tâches pour vous. L'autre aspect qui est important, c'est quand on parle souvent d'opération, on se contente à penser après production. Mais il y a un élément et un facteur essentiel, c'est la partie avant production qui liait la partie développement. Donc aujourd'hui, avec Amazon Q Developer, vous avez la possibilité de pouvoir réinventer le cycle de vie du développement logiciel. D'abord en générant du contenu, en générant des tests. Okay? Vous pouvez générer les tests que vous faites, les tests unitaires, les tests d'intégration. Donc, ça peut vous aider à accélérer cette partie. Vous n'êtes pas très familier avec Amazon, il peut également vous donner des informations sur votre workload, il peut vous donner des informations sur les services de Amazon, donc ce qui va vous permettre de gagner du temps. Donc là, on est vraiment dans le fait de booster la productivité, comme on l'a dit. Et des use cases, c'est des content generation. Un exemple sur la partie opérationnelle, c'est par exemple, on peut générer, disons, le post-mortem. Alors, le nom en français, c'est les rapports après incident. Sur la base des notes que l'on a prises, on peut par exemple générer un rapport exhaustif sur la base des données, okay, et de générer le rapport après incident. On peut également générer du code, comme on l'a vu avec QDeveloper. On peut prototyper du design, on peut vraiment écrire de façon créative, que ce soit des rapports, que ce soit des éléments. Et je vais vous partager des stats après pour que vous puissiez voir l'impact au sein de grandes entreprises. On peut aussi faire de la visualisation parce que, comme je l'ai dit, avec l'IA, ce n'est pas seulement du texte que cela génère, okay, mais on a aussi cette capacité de pouvoir générer de la vidéo, de pouvoir générer des images. Et dans beaucoup d'industries, on perdait beaucoup d'argent à faire, par exemple, de la publicité, okay, à avoir des images ou des vidéos pour le faire. Aujourd'hui, on est capable avec l'IA de pouvoir gagner du temps, non seulement dans la création de ces insights à partager avec le client, mais voilà, de réduire aussi le temps. Donc, on gagne du temps et on gagne de l'argent. Voilà, donc je vais commencer à vous partager les use cases, notamment il reste très rapidement. Alors, j'ai accéléré sur cette partie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je veux prévoir le maximum de temps dans cette interaction. Donc là, je vais commencer par Amazon Q Business. Comme je l'ai dit, c'est une suite SaaS qui va vous permettre d'intégrer plusieurs sources de données, notamment Amazon S3, qui a un object storage chez nous, qui a Amazon FSX pour la partie NFS. Il y a des web crawlers qui vont permettre d'aller chercher de l'information sur des sites web. Ça peut être des sites de documentation interne, ça peut être les sites de Amazon, etc. En tout cas, tout site sur lequel vous souhaitez récupérer ou grapper de l'information pour utiliser des web crawlers. On peut avoir Amazon Workdoc aussi, qui est une sorte de GED. On a aussi des connexions possibles sur des bases de données comme Aurora ou RDS pour récupérer l'information. Alors, ce qui va se faire, c'est que dans QBusiness, on va récupérer ces données-là pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Okay? Je vais vous faire une petite démo à la fin. Ensuite, on a des third parties, comme je l'ai noté. C'est par exemple Jira. Je peux aller demander dans QBusiness quel est l'état d'une tâche. Est-ce qu'il y a un issue sur telle tâche? Donc vraiment, je n'ai pas besoin d'interagir avec, d'aller me connecter sur Jira. Je peux rester dans mon interface QBusiness, ce qu'on appelle ici le QWeb App, pour chatter avec QBusiness et récupérer toutes ces infos. Ça peut être aussi des infos provenant de GitHub, par exemple sur les tâches en cours, ok? Est-ce qu'il y a sur le sprint, quand est-ce que ça va clôturer? Est-ce qu'il y a voilà, des informations qui sont hostées aussi dans le repository? Alors, je crois qu'il y a un bruit de fond parce qu'il y a un voisin qui fait des travaux à côté. Excusez-moi si c'est un peu ennuyant, sinon je vais lui demander de me donner un peu de temps. Voilà, donc ensuite, n'hésitez pas si ça gêne le bruit. Ensuite, on a Confluence, Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow, Slack et plein d'autres. Donc, c'est plus de 40 connecteurs sur lesquels on peut aller chercher l'information. Et ça constitue aujourd'hui l'univers de beaucoup d'entreprises sur lesquelles on peut retrouver ces sources d'information. Donc, en quelque sorte, QBusiness va centraliser l'accès à l'information et va vous permettre de façon efficiente de pouvoir accéder à cette donnée-là. Donc, ça augmente forcément votre productivité. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que tout le monde a besoin d'accéder à l'information? Comment est-ce qu'on peut filtrer? C'est qu'aujourd'hui, déjà,
pour l'authentification, on peut utiliser IAM Identity Center qui va centraliser la gestion des utilisateurs avec notamment une intégration d'un IDP comme AWS Directory Services, qui est la version managée de Service Directory. Ensuite, l'utilisateur, une fois connecté, il peut interagir avec le chat. Si parmi les utilisateurs, il y a un développeur ou un DevOps qui a envie de générer son code Terraform à partir de spécifications, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la presse de le keynote qui s'est fait hier matin, donc vous parlez un peu du développeur de demain. Donc avec QDeveloper et QCLI, vous avez cette capacité de très rapidement augmenter votre productivité. Et je vous montrerai un site que je suis en train de faire, que j'ai commencé hier. Voilà, donc très rapidement pour montrer un peu l'impact que ça peut apporter dans notre productivité. En termes d'exemple pour booster le workforce, souvent la problématique qu'on a, c'est que supposons que vous avez des équipes projets en interne, vous recrutez un Scrum Master, vous recrutez des développeurs qui viennent, qui n'ont pas le contexte de l'entreprise, qui perdent du temps à retrouver cette information. Donc avec ce type de solution-là, vous pouvez accélérer leur productivité, l'accès à leur information. En quelque sorte, vous pouvez accélérer le onboarding process. Et là, quand on prend l'exemple de Bayer, qui est une compagnie pharmaceutique et biomédicale, ils ont pu réduire 45% du temps d'onboarding et 30% de la productivité, et augmenter de 30% la productivité des développeurs. Quand on prend Axelia, qui est dans le domaine du airline, la production de logiciels pour le domaine aéronautique, donc qui est un domaine très, très sensible, ils ont pu réduire les efforts de génération de tests de 70 à 80%. Donc, vous voyez un peu l'impact sur la productivité. Quand on prend Druva, eux, qui sont dans le domaine de la sécurité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pu générer les RFP en termes de gouvernance et de compliance de 25%, okay, en présentant juste les données qui sont utiles. Donc, vous voyez là, ça peut accélérer un peu votre travail et vous laisser le temps de vous consacrer dans des actions qui ont plus de valeur que celle que la collecte de données. Donc, il peut collecter la donnée, la structurer de façon assez logique pour vous le présenter et après, vous gagnez du temps dans le reste. Alors, il reste juste 4 minutes pour qu'on arrive à la fin du temps de présentation. Peut-être je vais grapper encore 2 ou 3 minutes. On va prendre la partie Operational IT. J'aime bien cette partie. Pourquoi? Parce que souvent, quand les gens ils arrivent sur le cloud, notamment AWS, ou ils travaillent en local, on arrive sur les équipes, on a souvent du mal à pouvoir gérer un peu le troubleshooting quand il y a un problème, le root code analysis. Et ça, c'est un problème fondamental. Pourquoi? Parce que ça impacte l'utilisateur final. Si on a un incident, supposons que vous soyez un opérateur de mobile money qui a un incident et qu'on doit troubleshooter, vous me dites, ouais, on a des outils d'observabilité, mais souvent, ils nous donnent juste l'erreur. Okay? Il peut nous donner l'erreur, on peut même aller jusqu'à la partie APM où il va nous dire, ben, c'est telle ligne de code, mais souvent, ce n'est pas le code qui a un problème, c'est l'infrastructure qui a un problème. Donc, entre corréler les informations, regarder les éléments, monter des points de crise, souvent, on perd énormément de temps. Et c'est là où Bedrock va devenir intéressant dans ce cas de figure-là, parce que dans Bedrock, on a la notion d'agent. Quand on parle d'agent dans Bedrock, c'est cette capacité à pouvoir raisonner et à pouvoir agir on the behalf du user. Il a cette capacité cognitive de raisonner comme un humain et aussi d'agir à sa place. Donc ici, le premier module que je vais vous présenter, c'est le root cause analysis. Donc c'est un module c'est un agent qui va avoir la possibilité de pouvoir interagir avec des informations de log qui sont dans le Security Hub, donc qui centralisent toutes les informations de sécurité dans AWS. Ça peut être aussi Amazon X-Ray, comme j'ai dit, sur la partie APM, pour faire un peu du profiling sur les applications. Ça peut être AWS Health, parce que nous offrons des services. Donc, et ces services-là sont hébergés sur de l'infrastructure. Nous pilotons aussi les services à travers les services managés. Donc, il se peut que sur une région, sur une availability zone, qu'on ait des soucis. Donc, avec AWS Health, on a cette possibilité de dire, attention, le problème ne vient pas de chez vous, mais ça vient de chez Amazon. Mais pour le savoir, il faut avoir accès à cette information. On a aussi CloudWatch, qui est vraiment le système, je dirais, d'observabilité, parce qu'il va pouvoir gérer les 3 éléments clés, c'est-à-dire métrique, log et event. Okay? Et ici, avec le RCA, il aura la capacité, suivant, disons, un incident ou un problème qui s'est posé, de pouvoir interagir avec toutes ces sources de données-là et essayer d'identifier exactement la root cause de votre incident. Donc, ça aide grandement dans l'analyse et on le verra.
quand on parle de Generative AI, c'est vraiment dans une dynamique de pouvoir prompter, d'interagir avec un chat ou d'interagir avec une application qui va faire des actions on nos behalf. Donc là, si on a un incident, on peut demander est-ce que, par exemple, vous pouvez me dire la cause de l'incident sur notre plateforme EKS ou un truc comme ça. Il va donner des infos. Mais quand on fait l'analyse, la chose la plus importante, c'est de remédier. OK, donc pour certaines actions, on a la possibilité d'appliquer un correctif très rapidement. Donc ici aussi, je présente un autre agent donc, qui va être un agent de remédiation et qui peut interagir avec System Manager. Donc, dans System Manager, on a ce qu'on appelle des SSM documents. Donc, ils sont des documents qui permettent d'automatiser tout un tas de tâches, de process pour pouvoir, disons, solutionner un problème ou pouvoir apporter une action de façon cohérente. Donc, l'idée ici, c'est avec le remediation agent, qu'on ait cette capacité de pouvoir, à chaque fois qu'on a des incidents sur lesquels on connaît la solution, que l'on puisse appliquer la remédiation de façon immédiate. Et comment ces deux agents-là, ils vont communiquer? Ils vont communiquer au travers d'un autre agent qu'on va appeler le contrôleur, qui va savoir exactement qui appeler à quel moment. Donc, il va se dire, ah tiens, il faut que j'appelle le root cause analysis pour qu'il me dise d'abord ce qu'il faut faire. Et quand il me renvoie l'information, je peux appeler le remediation agent pour justement lui dire ce qu'il doit faire pour corriger. Donc, il appelle RCA pour que RCA lui dise qu'est-ce qu'il en est, et il appelle Remediation pour lui dire ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation. J'en ai profité pour ajouter un autre qui est le Project Factory pour highlighter un peu la partie modernisation et standardisation qu'on avait vu sur le flywheel, c'est-à-dire l'objectif de créer des building blocks. Aujourd'hui, avec Amazon Service Catalog, on a la possibilité d'avoir des building blocks qui vont faciliter un peu, qui vont donner de l'autonomie aux équipes pour qu'ils puissent déployer des briques sans pour autant interagir avec le DevOps ou le CloudOps, parce que voilà, c'est un catalogue de services ready to use avec un portfolio où tu peux venir déployer les workloads dont tu as besoin. Et l'idée ici, c'est que le contrôleur, il va pouvoir aussi avoir cette capacité de dire, OK, est-ce que je peux déployer, par exemple, ici, s'il voit qu'on a un problème dans la remédiation et qu'il a cette possibilité de pouvoir déployer un nouveau service, qui va faire tourner, il peut le faire. Donc, en utilisant le deployment agent, on peut aussi l'utiliser pour les nouveaux développeurs qui arrivent et qui ont envie d'avoir un environnement de dev. Ils peuvent juste prompter et avec le deployment agent, on va aller utiliser les éléments du catalogue de services, les building blocks pour pouvoir offrir tout cela. Alors, ça, c'est la partie GNI. Et comme on dit dans l'entreprise, on a toujours des documents qui permettent d'arbitrer, qui a le droit de demander quelle est la politique sécuritaire d'attribution des VM, quelles sont les conventions de nommage, comment nos ressources ont été dispatchées, l'architecture des différentes solutions que nous avons hébergées. Donc, tout ça, on va le mettre dans un S3 et on va utiliser une base de connaissances ici avec OpenSearch qui va servir au contrôleur aussi de base d'information. Donc, le contrôleur va aller chercher de l'information par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, on appelle ce mécanisme le RAC. Je ne suis pas là pour faire un cours de GNI, mais si vous êtes intéressé, on peut dive deep là-dessus. Et comment est-ce qu'on va accéder? C'est que sur la partie backend, pour accéder maintenant à notre contrôleur, on va exposer une API Gateway pour qu'on ait des API REST qui vont passer par du Lambda. Alors, le Lambda, c'est du Function as a Service en mode serverless qui va justement permettre d'interagir avec le contrôleur et DynamoDB pour stocker un peu l'historique de la conversation. Et après ici, en termes de front, je me dis, il y a d'autres outils externes qui peuvent interagir avec le dispositif qu'on a mis en place. Donc, pour ça, on va juste exposer l'API au travers d'une CloudFront pour le rendre assez un peu plus global et secure. Et ensuite, on va déployer une application de façon très rapide avec QDeveloper qu'on va héberger sur Amplify, donc qui facilite un peu le développement d'applications New Generation avec du React, du Vue.js, etc. Et on utilise Cognito pour l'authentification. Last but not least, ici, c'est je crois qu'on est à 33. Je vais prendre juste 2 minutes pour accélérer. Ici, l'objectif, c'est on a le même mécanisme d'agents. Donc, on a des agents qui peuvent collecter du log. On a des agents qui vont faire du GitOps. Pour ceux qui sont DevOps, ils savent un peu le mécanisme de GitOps, c'est quoi? C'est de pouvoir déclarer l'infrastructure sous forme de code et également l'application et de faire en sorte de pouvoir, à chaque fois qu'il y a une modification de l'infrastructure, que les déploiements se fassent soit de façon automatique ou de façon manuelle. Donc, l'un des outils les plus connus, c'est Argo CD. Et ici, on peut avoir un cluster
EKS, qui est la version Kubernetes de Amazon, dans lequel on va avoir de l'Argo CD pour gérer la partie GitOps. On va avoir du KCGPT qui va pouvoir interroger le workload et voir un peu s'il y a des problèmes à travers les logs, etc. Là, on a des applications, donc Argo CD va permettre de déployer des apps. Et ici, l'idée, c'est que on peut récupérer des logs depuis 4GPT, on peut récupérer des logs. Par exemple, on se dit, ah tiens, il y a une application qui est en panne. C'est quoi le problème de cette application? On se dit, peut-être il y a une problématique de l'application est frisée. Justement parce qu'on a un log qui nous dit qu'il ne reçoit plus les requêtes correctement, il ne les traite plus correctement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on peut justement utiliser le GitOps Agent pour, à travers Argo CD, déclencher une action de correction, okay, avec l'apps. Mais ça, c'est de l'instantané, c'est-à-dire c'est quand on fait la demande. Donc, on peut aussi garder cet historique de log-là en utilisant FluentBeat, qui est un élément pour centraliser les logs. Et ça, on va l'indexer et le mettre dans OpenSearch, donc sous forme de knowledge base, et permettre à notre contrôleur de pouvoir avoir accès à toutes ces infos. Donc, dans la partie précédente, j'avais montré qu'on pouvait développer une application. Cette fois-ci, je montre qu'on peut utiliser des outils comme Slack, qui sont des outils de communication interne de l'entreprise, pour pouvoir interagir avec, disons, Bedrock, avec notre agent Bedrock qui va faire tout le travail. Alors, il y a plusieurs manières d'adresser le business case et c'est la dernière partie. Je lâche le morceau. On peut faire un return on employee. C'est quoi? C'est que l'investissement que l'on fait, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait un impact. Donc ici, l'impact, c'est le return on employee. Ça va permettre d'améliorer un certain nombre de tâches et d'augmenter la productivité des équipes. On peut faire un return on investment. Donc là, on va plus travailler sur l'amélioration des processus et faire en sorte qu'il y ait que l'amélioration de ces processus-là devienne un facteur de différenciation dans le développement de l'entreprise. Et enfin, on a le return on future, qui est la création de nouveaux produits, l'identification de nouveaux relais de croissance qui vont se baser sur l'excellence opérationnelle, qui vont se baser plutôt sur la generative AI. Et là, on a plusieurs moyens d'adresser le problème. Si on veut vraiment pousser les business cases, on peut prendre du FOMO, donc qui est comment est-ce qu'on peut très rapidement aller vers le déploiement de la generative AI. Donc là, on propose de faire 80% du return on employee. Par exemple, avec Amazon Q, on peut faire du return on employee parce que ça va augmenter la productivité du workforce et passer 20% dans le ROI, dans le développement de solutions avec Bedrock, par exemple, comme on l'a vu, pour améliorer le root cause analysis, pour améliorer la remédiation et d'autres éléments. On peut avoir le best return. Donc là, c'est 10% sur le return on employee, 80% sur le ROI et 10% sur le return on future. Ça veut dire que l'entreprise a déjà une maturité et tend à viser d'autres relais de croissance et à anticiper sa course vers la generative AI. On a la partie disruptor. Donc là, c'est plus le return on future sur lequel on met 50% parce qu'on a envie de changer notre manière de faire. On a envie de disrupter le marché. C'est assez risqué. Et si vraiment vous êtes en staff limité, vous pouvez vous contenter avec Amazon Q Business de faire le reste du job. J'ouvre les questions. Donc ça, c'est une application que j'étais en train de développer avec Amazon Q. Je ne sais pas faire du React. Je sais comprendre du code parce que j'ai été développeur. Je sais lire un peu les instructions de React, mais là, j'utilise QDeveloper qui est là et qui me permet justement de développer ce truc-là. Et je peux vous montrer l'interface de l'app très rapidement. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, vous le prenez, il est là. Tout ça, ça a été développé entre hier et aujourd'hui. Là, j'ai un EKS compagnon, Oasis Kubernetes, un exemple. Et là, il interagit derrière avec le dispositif. Donc, si vous voulez, après, si on a le temps, je vous montre ou si vous êtes intéressé. Et je vais l'open sourcer après. Dedans, problème de connexion. Et l'autre élément, c'est le Q-Business. Donc là, j'ai intégré plusieurs sources de données. Par exemple, là, c'est une entreprise qui s'appelle Describe Resource, IT Resource from NutriWorld. Voilà. Donc là, je lui ai poussé un certain nombre de documents. Je pourrais vous montrer pour justement
faciliter un peu cette interaction. Et comme on le vit, il peut aller chercher les connaissances de l'entreprise, tout comme chercher des connaissances qui sont assez générales. Donc, par exemple, là, dans les three, normalement, je dois avoir un truc qui est là. Donc, c'est là où j'ai mis tous les documents de l'entreprise. Donc, vous voyez le Agile Scrum Playbook, on a Digital Standard et Policy, les fiches de mission, etc. pour qu'ils puissent répondre. Bon, j'ouvre un peu les questions et les réponses, si jamais il y en a, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et ouais, je crois qu'il reste 6 minutes et je crois qu'on a d'excellentes choses à se dire. Alors, Mohamedou, je ne sais pas si je te laisse lire les questions ou... Oui, nous avons 3 questions ici, au niveau du... Je ne sais pas si tu vois, je les ai mis sur l'écran. OK. Comment adopter l'IA générative dans la formation, par exemple dans l'élaboration des référentiels de formation? Alors, ça, c'est un élément qui est très, très essentiel. Comme on dit dans la présentation, on a beaucoup parlé de return on employee et aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs internes au sein de l'entreprise n'ont pas le temps de monter en compétences. Parce que voilà, ils sont overloadés, il y a beaucoup de tâches à faire, etc. Il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, pour moi, il faudrait connaître le profil des personnes qui souhaitent se former et en fonction de ces informations-là, de pouvoir définir un planning de formation qui est adapté. Adapté par rapport aux compétences, adapté par rapport également à, disons, aux attentes de l'entreprise. Supposons que c'est une entreprise qui va aller vers le cloud et que dans les équipes, il y en a qui sont formés sur le cloud, d'autres non. Il y en a qui savent faire du dev, d'autres ne savent pas faire. Il y en a qui savent faire du système, d'autres ne savent pas faire. En fonction de ces informations-là, on peut proposer des solutions. Alors, basées sur un système d'agents capable de raisonner. Okay? Là, ça va être beaucoup plus intéressant parce que l'agent, il va raisonner, il va se dire, OK, voici le profil de l'étudiant, voici ce qu'il peut faire, voici ce qu'il ne peut pas faire, voici ce qui est attendu. Et pour chaque formation, peut-être il y a un certain nombre de prérequis. Okay? Donc, il faudrait, par exemple, je dis, OK, tu veux faire du continuous integration, tu veux bien le maîtriser, mais avant, il faut que tu saches faire au moins un minimum de Git parce qu'il y a une forte influence dans comment je vais gérer un peu mes branching, comment je vais gérer mes merge requests pour pouvoir faire le CI. Donc, pour aller rapidement, adapter l'IA générative dans la formation, c'est bien possible et il y a plein de solutions qu'il faut le faire. L'usage d'agents peut permettre de comprendre le profil de l'utilisateur, de comprendre le target de la formation et en fonction des requirements, de pouvoir répondre aux besoins. Next. Merci. On va essayer d'aller rapidement. Il nous reste 3 minutes là. OK, ben, on accélère, ouais. Il reste 2 questions. Sinon, après, je pourrais rester sur le truc. Ouais. Donc, il y a Tidiane. Alors, comment... Bah, déjà, je parle de ça. Alors, je vais faire, juste pour répondre, hein, root cause analysis. Donc là, je crois qu'il y a déjà un article ici qui montre comment BMW a utilisé le root cause analysis, l'analyse de root cause pour pouvoir améliorer un tout petit peu l'innovation à son niveau. Donc, je pourrais te passer, par exemple, cet article où tu vas voir de façon beaucoup plus concrète l'impact que ça peut faire. Donc, aujourd'hui, de grosses entreprises, ils ont utilisé cela. Comme j'ai dit, j'ai donné aussi dans mes slides à ce niveau-là, tu vois, on a Bayer, Axelia et Druva qui ont pu réduire, par exemple, l'onboarding time ici de 45% et 30% d'augmenter la productivité des développeurs. Donc, voilà. OK. Donc, il nous reste 2 questions, mais malheureusement, on est un peu contraint par le temps. Pas de Donc, souci. je vous invite un Désolé. peu à rejoindre la table ronde du speaker pour répondre à ces questions-là. Et du coup, je vous invite également à rejoindre les autres sessions qui vont commencer dans 5 minutes. En tout cas, merci beaucoup, Kaledo, pour Merci. la présentation qui était super brillante et ça se voit avec les questions qui ont été posées. Et à la prochaine. Et je vous invite tous à rejoindre les autres sessions qui suivent. Merci infiniment, Mohamedou. À très bientôt. Ouais.